Alors, vous régalez les amis? Bah oui, la Coupe du Monde a démarré, on a déjà passé la première journée de la phase de groupe et il faut dire que moi je me régale beaucoup. Je regarde quasi tous les matchs, ça vous le savez, j'attends qu'une chose, rentrer du travail et regarder le premier match de 18h pour enchaîner ensuite une superbe soirée. C'est vrai que je dors pas beaucoup à vrai dire, puisque je regarde généralement les matchs jusqu'à celui de minuit. Je loupe simplement celui de la nuit, bien souvent celui de 3h du matin, là quand même j'abuse pas. Mais je regarde tous les highlights de toute façon dès le réveil pour voir les différents buts et les résultats sans rien louper. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à voir cette Coupe du Monde et j'espère que vous aussi qui me regardez. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais donc vous parler d'un premier débrief de cette Coupe du Monde, d'une première journée de phase de groupe pour lequel j'ai pas mal de choses à dire. Et donc, je vais vous partager mon écran. Alors d'abord, je voulais vous parler de l'ambiance et des stades de cette Coupe du Monde. Je trouve ça absolument magnifique, absolument somptueux. La Coupe du Monde se déroule au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Et vous savez, le Mexique, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est quelque chose d'un peu spécial. Ces stades sont tout simplement magnifiques. Le stade Azteca est bouillonnant et ça me rappelle des vieux événements, la Coupe du Monde 86. Mais ce sont des stades mythiques. Il s'est passé des choses là-bas et c'est le soleil, c'est l'ambiance, c'est la fête, c'est l'événement. Bref, ça respire Coupe du Monde, ces différents stades et ils sont tout simplement magnifique. Et le premier tour, moi j'aime beaucoup parce que regardez, on voit des supporters de toutes les nations qualifiées, on voit des choses formidables, ces supporters écossais, je les ai vus dans la rue avec leur kit, leur cornemuse, en cortège, faire un défilé, ça c'est des choses qu'on ne voit pas tout le reste de l'année, c'est spécial pour la Coupe du Monde et c'est une ambiance de dingue. Regardez juste ces supporters norvégiens. Regardez-moi, ces vikings, comme dans un bateau, comme dans un drakkar à l'époque. Ça, c'est le folklore de la Coupe du Monde. C'est magnifique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les premiers tours de Coupe du Monde. Moi, j'aime beaucoup ces ambiances très différentes en fonction des pays, mais qui rajoutent du sel dans la compétition. Alors je voulais vous parler autour de ça des règlements, j'en ai parlé dans la vidéo précédente où je vous ai expliqué les différentes règles qu'il y avait dans cette Coupe du Monde et les principaux changements. Je voulais revenir sur certains d'entre eux parce qu'il y a du bon, parce qu'il y a du mauvais au bout d'une dizaine de jours de compétition, même pas. On peut faire un premier bilan et le premier bilan c'est que en point positif, je trouve que certaines règles ont considérablement amélioré la fluidité du jeu. On l'a vu, on ne peut plus sortir lentement quand il y a un remplacement. Si on est blessé, on se demande s'il faut rester sur la pelouse et jouer un peu la comédie comme on peut le voir souvent dans les championnats ou s'il vaut mieux sortir. On sait que si on perd du temps sur le terrain, lors des remplacements, lors des fautes, il y a sanction parce que pour celui qui est blessé, il doit se mettre sur la touche pendant 1 minute. Pour le joueur qui tarde trop à changer, comme c'est le cas ici, le joueur qui tarde trop à sortir du terrain, son remplaçant devra attendre 1 minute de plus et ça pénalise l'équipe. Donc il y a une plus grande rapidité et fluidité de jeu et ça c'est bien, on le voit également sur les touches, les joueurs ne perdent plus de temps à réaliser les touches et tant mieux. D'ailleurs, le hors-jeu automatisé a aussi accéléré le jugement que les arbitres peuvent avoir sur les hors-jeux. Et vous le voyez, la VAR est beaucoup plus rapide, on y fait peut-être un peu moins appel. En tous les cas, les hors-jeux, je trouve, sont un peu mieux gérés grâce à ce système de hors-jeu semi-automatisé en fait. Donc l'IFAB a bien bossé sur ces différentes règles, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. Les points négatifs, il y en a surtout un, c'est l'advertising break. Ouais, c'est pas une cooling break, on nous fait passer ça pour une cooling break, ici une pause fraîcheur. Et on voit ici que la LFP et l'UEFA prennent déjà leur distance pour les prochaines compétitions. Elle a complètement été dévoyée pour moi puisque c'est ni plus ni moins qu'un espace supplémentaire pour les publicitaires pour se faire de l'argent. Quand je regarde les matchs, parfois je me dis j'ai l'impression de voir une soirée pub entrecoupée par des extraits de match. Ça devient vraiment ça. On se demande
parfois même pourquoi elle est mise en place. Quand on joue à Toronto qui fait 20 degrés, qu'il pleut, comme je l'ai vu à certains matchs, il y a une cooling break, mais à quoi ça sert? Alors, en plus, ça a fait scandale. J'ai vu Brésil-Maroc, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est pas passé à la télévision évidemment, mais je l'ai vu ensuite sur les réseaux. Les joueurs brésiliens étaient très prêts à reprendre au bout de 2 minutes 30, 3 minutes et demandent à l'arbitre de reprendre le match. Mais l'arbitre, il est à l'oreillette et il entend qu'il ne peut pas encore reprendre le match parce que les diffuseurs ne lui ont pas donné l'autorisation. Il était encore en page de publicité. Non mais scandale, franchement. Pourquoi autant de publicité? Alors moi, je suis désolé, j'ai terminé M6. Je ne regarde plus les matchs sur M6. Ils profitent de la première à la dernière seconde pour foutre de la publicité. Je regarde sur beIN Sport, un peu moins de publicité, une page de pub seulement pendant la cooling break. Et à côté de ça, on parle un peu du match et c'est ce que moi, j'apprécie. Alors au-delà de ça, toujours sur cet advertising break, comme je l'appelle, Deschamps l'a dit. Deschamps l'a dit, c'est bien pour vous, diffuseurs, d'avoir la page de pub. Ouais, il y a uniquement les diffuseurs qui sont contents. Mais ça change le football d'avoir ces 3 minutes. Et ça, c'est clair. Peu importe l'équipe, si elle est dans un temps fort, 3 minutes, ça casse tout. Ça casse tout. Et puis, certains en profitent. Certains, c'est en leur défaveur. Non, la cooling break, c'est pas franchement la meilleure idée. On a déjà suffisamment de publicité. Et je pense que les équipes n'ont pas besoin d'avoir ce moment de cassure entre les matchs. Il y a certains moments, j'avoue, ça peut être intéressant. Quand il fait 30-35 degrés, oui, il faut faire attention, il faut s'abreuver et ça a du sens. Mais comme je l'ai déjà vu à Toronto, dans l'exemple que j'ai donné, quand il fait 20 degrés et qu'il pleut, franchement, aucun sens. Aucun sens. Elle serait à revoir. Alors je ne sais pas s'il faut la supprimer dans des moments de grande chaleur. On peut décider de l'instaurer en début de match, mais sans forcément que les publicitaires y soient associés. Il y a un consensus qui se forme dans le corps arbitral avant le match et on décide, en fonction du temps, de mettre en place une cooling break réduite à 1 minute 30. À mon sens, ça suffit largement. Et au-delà de ça, s'il n'y a pas besoin, la cooling break n'existe plus. Bon, c'est pas moi qui définis les règles, mais voilà, j'aurais ça comme idée. Alors, sinon, on va parler de ce qui vous intéresse et des matchs dans cette Coupe du Monde. Il y a eu donc toute la première journée qui a eu lieu et au moment où je tourne, même quelques matchs de la seconde journée ont eu lieu. Je vais revenir rapidement dessus. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les matchs. Je vais vous dire ce qui m'a marqué, ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le moins plu, les équipes que je sens en forme, les équipes que je sens un peu moins en forme. Et d'abord, dans le premier groupe, alors il y a eu 3 cérémonies d'ouverture, Mexique, États-Unis, Canada. J'ai vu États-Unis, j'ai vu Mexique. Je n'ai pas vu Canada, elle était dans la nuit. Je les ai trouvées plutôt bien, ces cérémonies d'ouverture. Et le premier match d'ouverture, Mexique-Afrique du Sud, était un bon match d'ouverture. C'était pas un des meilleurs, mais c'était de loin pas un des plus nuls. Le Mexique l'a emporté 2-0. J'ai vu un très bon Quiñones. Par contre, j'ai vu une très très mauvaise Afrique du Sud qui va avoir beaucoup de mal à se qualifier. Au moment où je tourne, il y a eu son deuxième match, à vrai dire, de groupe. Elle a fait match nul 1-1 contre la Tchéquie et elle va avoir beaucoup de mal à se qualifier parce que ils se sont pris 2 cartons rouges dans le premier match. On sait, et retenez-le bien, que dans ces classements pour cette Coupe du Monde, c'est pas le goal average qui compte en premier lieu, c'est la confrontation directe. Ensuite, évidemment, le goal average, mais un peu plus loin, dans les critères de décision, il y a le fair play, et avec 2 cartons rouges, c'est pas évident de bien se classer au niveau du fair play, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on sait que les 3 premiers peuvent se qualifier, les troisièmes, en tout cas les meilleurs troisièmes, les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront. C'est pas totalement perdu pour l'Afrique du Sud, mais ils partent de loin, je pense. Et on peut dire ce qu'on veut, 48 équipes, c'est trop, etc. L'avantage pour moi que je vois à ce nombre, c'est que cette 3e place, qui reste qualificative, on va voir des équipes se battre jusqu'au dernier jour pour accrocher cette place. Et il y aura de l'enjeu, même pendant la dernière journée. Et ça peut être bien. Il peut y avoir de très beaux matchs lors de la 3e journée de groupe. Donc le Mexique l'emporte, la Corée du Sud emporte son premier match contre la Tchéquie, une bonne Corée du Sud. La Tchéquie a fait match nul donc contre l'Afrique du Sud en 2e journée
va avoir aussi beaucoup de mal, puisque dans ce groupe, c'est le Mexique qui remporte le groupe. Ils ont 6 points comme les Coréens, mais je vous l'ai dit, confrontation directe. Le Mexique a gagné en deuxième journée contre la Corée du Sud 1-0 et donc remporte le groupe. Le Mexique est assuré d'être à la première place. La deuxième restera encore à discuter. Pas grand chose à dire ici, si ce n'est que l'Afrique du Sud, c'est quand même assez faible. Canada, Bosnie, je vais peut-être venir sur les groupes, hein, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. Alors, j'ai eu peur quand j'ai vu les Suisses. Les Suisses, moi, je les vois souvent comme un outsider dans les groupes. Et pour une fois, cette Coupe du Monde, ils sont favoris de groupe. Hein, vu leur niveau, normalement, on peut se dire que ça va se battre avec le Canada, mais en tous les cas, ils peuvent être favoris du groupe. Ils m'ont un peu déçu lors de leur entame de match, leur entame de compétition contre le Qatar. J'ai vu des bonnes combinaisons à 3 dans le dernier tiers par moment, mais ils ont manqué cruellement d'efficacité. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas avec le Canada, hein, avec la Suisse, je veux dire. Si on va voir leur match ici, et si on va voir la composition de la Suisse, et bien ici, Ndoye, Mbolo, Vargas, il y a des attaquants, mais ça manque quand même de qualité dans la finition. J'ai vu énormément de loupés. Ils se sont procurés beaucoup d'occasions face au Qatar, mais ils ont croqué un maximum d'actions. Et moi, j'ai bien aimé les entrées de Manzambi, l'entrée lors de ce premier match contre le Qatar, mais aussi l'entrée du deuxième match contre la Tchéquie, où il a été un véritable détonateur. Contre la Tchéquie, c'était un match soporifique. Je regardais le match et je luttais pour pas m'endormir. Et au-delà de la 70e minute, tout a changé. Il y a eu des changements de Murat Yakin, où il a fait rentrer Vargas, qui n'était pas titulaire lors du deuxième match, où il a fait rentrer justement Manzambi. Et du coup, ça a été une équipe transfigurée. Je pense que Manzambi jouera le dernier match décisif pour la Suisse. Il sera sans doute titulaire. Mais Manzambi me plaît beaucoup en Suisse et j'aimerais bien que Yakin lui donne ses chances lors du dernier match. Alors, le Qatar, ça reste une des équipes les plus faibles de la compétition. Ils vont avoir du mal à se qualifier. Là, ils ont pris 6-0 contre le Canada. Canada qui fait plaisir chez eux. Ils vont passer certainement cette phase de groupe. Là, ils ont 4 points. Ils ont beaucoup de chances de passer. Quand même, la Bosnie et le Qatar ont 1 point tous les deux. Et en confrontation directe, ils sont déjà devant le Qatar. Mais le Canada est une très bonne équipe. En tout cas, ils font plaisir dans leur jeu. J'ai vu un très bon David, et puis à surveiller le petit De Fougerolles qui est un espoir au Canada. Mais oui, c'est une équipe qui, lors de cette Coupe du Monde, ravit ses supporters, je pense. Ils passeront le premier tour, j'en suis quasi certain. Je ne suis pas certain qu'ils iront très loin dans la compétition, mais ça sera déjà une belle performance pour cette équipe. Alors dans le groupe C, Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Ouais, j'ai plusieurs choses à dire. Alors, le Brésil, c'est difficile. Le Brésil, franchement, le milieu, les deux milieux, là, Guimarães, Casemiro, ils sont cuits pour moi. Guimarães, il donne pas du tout le même visage qu'en club. Casemiro, il est sur la pente descendante, et puis devant, il y a un peu de mal devant. On n'a pas pris João Pedro. Pourquoi on n'a pas pris João Pedro dans l'effectif du Brésil? Je ne comprends pas Ancelotti, je ne le comprendrai jamais sur cette décision, parce que ça manque de punch devant. On a Thiago, mais Thiago, c'est un bon joueur en pivot, c'est un molosse, mais en finition, c'est lamentable. On pourrait essayer Hendrick, pourquoi pas? Mais je pense que la configuration du Brésil n'est pas celle pour laquelle on pourrait exploiter son plus gros potentiel. Bon, Ancelotti doit être meilleur que moi au niveau tactique, mais Paqueta, je ne l'ai pas trouvé très bon. Et puis double pivot, Casemiro, Guimarães, c'est pas très bon non plus. Ce qui rassure, c'est peut-être la défense. Le trident Gabriel, Alisson, Marquinhos est plutôt bon. Mais le Brésil, s'il joue à ce niveau-là et s'il n'opère pas des changements tactiques dans leur formation, je pense qu'ils ont des soucis à se faire, parce que j'ai vu un très beau Maroc. Moi, par contre, la première mi-temps du Maroc, on aurait dit que c'était eux les Brésiliens. Ils étaient absolument merveilleux, j'ai hâte de les revoir. On a un Boadi, alors FootMob lui a pas mis la meilleure note, et pourtant pour moi c'était le meilleur joueur marocain,
un Boadi excellent au milieu de terrain, El Ainaoui Boadi. Franchement, s'ils étaient au Brésil, ça changerait carrément l'équipe du Brésil. Franchement, ils sont très très bons, El Ainaoui et Boadi. Et ouais, j'adore Boadi. Saibari a fait un bon match, Brahim Diaz aussi. Le Maroc reste une équipe très très dangereuse et je les vois passer ce premier tour. Ils ont fait 1-1 contre le Brésil, l'équipe la plus dangereuse de groupe pour eux, je pense. Il s'agira de prendre les points contre Haïti et d'être sérieux contre l'Écosse. C'est d'ailleurs le prochain match, il est à minuit. Et moi, je vais me régaler. Je vais me régaler de le voir. Je vais prendre beaucoup de plaisir à voir ce match Maroc-Écosse. Et aussi, je serais très curieux de voir ce que le Brésil fait contre Haïti. Je pense qu'ils vont gagner. Mais franchement, attention parce que Haïti, autant au Brésil, on a un Thiago qui est immense, autant Haïti, on a 11 bonhommes qui sont des colosses, des athlètes, et il va falloir faire attention à la densité au milieu de terrain, parce que ça va bouger du côté de Guimarães et Casemiro, si c'est toujours eux les doubles pivots. Donc c'est pas gagné pour le Brésil, et j'espère par contre que le Maroc va remporter le groupe, ça ferait plaisir. Groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie, il y a de quoi être fier. Les Américains, parce que vous avez une belle équipe. Alors j'adore Falorin Balogun, j'en avais déjà parlé lors de la saison à Monaco, il avait fait de très bons matchs. 4-1, c'est mérité sur la physionomie du match, c'est mérité. Le Paraguay n'a pas fait grand chose et les États-Unis à côté de ça, ils ont un bon effectif. Pulisic est plutôt bon aussi. Mais franchement, c'est un bloc équipe, c'est une équipe qui s'entend très bien, on a l'impression, et peut-être ils peuvent rêver des 16e ou voire même des 8e de finale, 16e quasi sûr, 8e de finale, pourquoi pas. Après, on verra au-delà. Le Paraguay, eux, vont avoir plus de mal. Australie-Turquie, je me suis bien planté dans mes pronostics. Personnellement, j'avais mis la Turquie vainqueur et l'Australie m'a surpris parce que l'Australie, il y a 2 joueurs qui sortent du lot dans la formation. On a un Nyrankunda que je trouve magnifique et le gardien Beach m'a impressionné. Alors Beach, comme la plage, m'a impressionné. Et ouais, franchement, je ne les attendais pas à ce niveau, les Australiens. Victoire 2-0 contre la Turquie. Et je pense qu'ils peuvent être une des équipes pièges de la compétition. En tout cas, dans le groupe, c'est pas gagné pour les Turcs que je voyais se qualifier avec les Américains. L'Australie va défendre crânement ses chances jusqu'au bout. Intéressant de voir l'affrontement aussi Australie-États-Unis. Mais la Turquie va devoir sortir les rames et aller défendre sa place crânement. Et peuvent déjà perdre beaucoup lors du prochain affrontement contre le Paraguay. Alors je fais une petite parenthèse dans cette réaction de cette première journée pour vous dire que j'aime beaucoup parler de foot avec tout le monde. Et donc si vous voulez parler de foot avec moi instantanément pendant les matchs, en dehors des matchs, vous savez que vous le pouvez. Il suffit pour ça de rejoindre la chaîne sous la vidéo. Vous le voyez ici. Vous avez ce petit bouton rejoindre, ça c'est une de mes vidéos, la dernière que j'avais sortie. Vous voyez ce petit bouton rejoindre ici et quand vous cliquez dessus sur ce bouton rejoindre, vous avez la possibilité de rejoindre la chaîne. Il y a plusieurs niveaux de souscription dans lesquels vous pouvez sélectionner avec des avantages exclusifs pour chaque niveau. Et alors Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1, et seulement pour cette période de Coupe du Monde, j'ai glissé en Ligue 2 l'avantage d'échange sur les réseaux sociaux ici. Si vous prenez un abonnement en Ligue 2, vous pouvez échanger avec moi sur certains réseaux. Je vous donnerai l'accès à partir du moment où je vois que vous êtes abonné. Il n'y a pas d'engagement, c'est une option supplémentaire que YouTube propose. Vous pouvez vous désengager quand vous voulez. Et puis pour les plus courageux, il y a la Ligue 1 également, où là je vous attends dans certaines de mes vidéos. Vous pouvez collaborer avec moi et vous incruster dans certaines de mes vidéos. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement si vous avez envie. J'en parle simplement parce que juste jusqu'au 19 juillet, donc cet échange sur les réseaux sociaux avec moi est disponible pour les membres de Ligue 2. Ensuite, ça repassera sur les membres de la Ligue 1. Et donc profitez-en.
Et de la même manière, j'en profite sur l'abonnement de la Ligue 2, vous avez accès en avant-première à vos nouvelles vidéos, puisque vous savez que j'ai beaucoup de vidéos d'avance, et vous pouvez les voir dès qu'elles sont montées et mises en ligne, plutôt que d'attendre plusieurs semaines qu'elles sortent de manière publique. Vous pouvez regarder ici. Toutes ces vidéos que vous voyez là sont déjà disponibles pour les membres, mais vous les verrez que après la Coupe du Monde, pour ceux qui ne sont pas membres de la chaîne. Voilà, je ferme la parenthèse, on retourne sagement à nos groupes, et je passe au groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Alors l'Allemagne a explosé Curaçao 7-1, mais bon, Curaçao, c'est l'équipe la plus faible, je pense, de cette Coupe du Monde. Le 7-1 ne veut pas dire grand-chose pour l'Allemagne. D'ailleurs, dans le premier quart d'heure, ils ont dû se faire peur, parce que Curaçao avait égalisé. Bon, il y a un beau potentiel, je minimise pas la performance des Allemands. C'est une équipe top 5, top 6 du mondial. Elle a un fort potentiel. J'ai vu de très belles choses avec les Allemands, mais je demande simplement une confirmation face à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est là qu'on va voir le vrai potentiel des Allemands. Puisque la Côte d'Ivoire a gagné 1-0 face à l'Équateur. On se rappelle qu'elle avait battu la France en match de préparation juste avant le mondial. Et la Côte d'Ivoire, avec le Maroc et le Sénégal, c'est les 3 meilleures équipes africaines pour moi. Et la Côte d'Ivoire est en nette progression depuis leur titre sur le continent africain il y a quelques années. Quand on voit cette ligne, Touré, Fofana, Kessié, Diomandé, c'est un petit bijou avec le boucher en arrière, Singo, mais ils ont un petit bijou en milieu de terrain. Diomandé, il est en feu déjà la saison, et là, lors du premier match, on a vu un excellent Diomandé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tendance ces dernières années. On n'a plus trop de numéro 10, il y a encore quelques exceptions. On peut parler de Messi, si tant est qu'on le considère comme un numéro 10, puisqu'il est un peu plus avancé. Il y a de très peu de numéro 10 ces dernières années. Ils ont un peu disparu, et j'en avais fait une vidéo, vous pouvez regarder dans la playlist sur la chaîne. Mais on assiste plutôt à l'éclosion depuis plusieurs années de ces ailiers. Toutes les bonnes équipes ont de très bons ailiers qui sont chargés de faire la différence sur les côtés. D'aussi défendre, de redescendre et de suppléer leurs latéraux, et de procéder à des actions dangereuses en dribblant, en rentrant dans le demi-espace pour frapper, ou alors en mettant des centres au cordeau. Et là, il y a la Côte d'Ivoire, mais il y en a plein. Il y a la France, évidemment, il y a l'Espagne, il y a le Brésil. Bref, j'en oublie certainement quand je tourne en direct, là, mais il y a énormément d'ailiers en forme. On va revenir d'ailleurs sur le sujet des ailiers avec l'Espagne et le Portugal, mais il y a énormément d'ailiers en forme au détriment de numéro 10. Il y a une espèce d'éclosion de ces joueurs, et Diomandé en fait partie. Ah oui, je peux parler de la Belgique aussi, on va y revenir aussi. Et c'est une mode actuellement, en tout cas un système de jeu sur lequel comptent beaucoup d'entraîneurs. Donc la Côte d'Ivoire, très très forte cette Côte d'Ivoire. L'Équateur, moi j'en faisais partie de mes outsiders. Bon, ils ont perdu 1-0 contre la Côte d'Ivoire, c'est pas perdu, ça veut rien dire. On va voir ce que donnent les prochains matchs. J'en avais fait un outsider parce que je croyais beaucoup à leur défense, surtout Ordonez, Pacho, Caicedo et Hincapié. Bon, là ils ont craqué 1-0, ils se prennent pas beaucoup de buts. On verra ce que donne le prochain match pour l'Équateur. Alors passons au groupe F. Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Une équipe qui m'a agréablement surpris, c'est la Suède, je vais y revenir. Premier match Pays-Bas-Japon, très beau match d'ailleurs, très beau match. Le Japon fait partie de mes outsiders aussi, et le Japon, je l'ai dit, ou je ne sais plus si vous l'avez vu, mais je sens qu'ils peuvent arriver plus loin qu'ils ne sont jamais arrivés en Coupe du Monde. Je les sens bien arriver en quart de finale, ces Japonais, parce qu'ils ont une équipe qui me plaît beaucoup. Et regardez leur historique de match ces derniers temps. Si on prend le Japon, ils ont fait une belle série. Depuis leur défaite face aux États-Unis en septembre 2025, il y a des enchaînements de matchs nuls ou victoires, et certaines affiches qui volent des tours. Ils ont gagné 3-2 contre le Brésil, 2-0 contre le Ghana, 3-0 contre la Bolivie, 1-0 en Écosse, et puis 1-0 en Angleterre. Ça, c'est une sacrée performance. 1-0 contre l'Islande, et là 2-2 contre les Pays-Bas. Donc le Japon,
attention à cette équipe. Les Pays-Bas, c'est un peu tôt pour en parler, mais la difficulté des Pays-Bas reste leur attaque. Malen, à mon sens, c'est pas le numéro 9 qu'il faut. Memphis est pas en forme. Bon, c'est un peu tôt pour juger quand même du potentiel des Pays-Bas. On va les voir contre la Suède. Par contre, moi j'aime beaucoup le REL aux Pays-Bas. Et surtout Summerville. Summerville a fait un très bon premier match contre le Japon. Summerville, c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément titulaire, bien qu'on connaisse, pour ceux qui suivent un peu le foot, son potentiel. Il a été titulaire dans ce match face au Japon et je pense qu'il ne va plus quitter le 11 de départ. Mais j'aime bien leur milieu, Reijners, De Jong ou Gravenberch, Van de Ven et Dumfries. C'est pas mal du tout, même si Van de Ven ne joue pas toujours à ce poste-là. Bon, sur le papier, ils ont une équipe solide, hormis le 9. Voilà. S'ils avaient un autre numéro 9, un Van Nistelrooy, ça aurait été complètement autre chose, cette équipe des Pays-Bas, et je pense que je l'aurais classé dans le top 5 de mes favoris. Le fait de ne pas avoir un attaquant aussi efficace, en tout cas un 9 aussi efficace, fait qu'elle ne fait pas partie de mes favoris, et pourtant, elle a un beau potentiel. Alors oui, la Suède m'a surpris, 5-1, ils ont eu tout le malheur du monde, toutes les difficultés du monde à se qualifier pour cette Coupe du Monde. On se souvient qu'en groupe, ils ont fini dernier, en groupe de qualification. Ils doivent leur salut grâce à la Ligue des Nations et une place de barragistes qu'ils ont gagné, ce barrage, ils se sont qualifiés et remportent leur premier match 5-1 face à une très faible Tunisie. La Mouchi en a fait les frais, il a été débarqué, on a changé le coach. Mais la Tunisie, de ce que j'ai vu, alors je ne préjuge pas de ce qui va se passer, mais s'ils jouent de la même manière que ce que j'ai vu là, c'est la pire équipe du mondial avec Curaçao. Franchement, ils m'ont fait un peu pitié, et pourtant, j'ai rien contre eux. On va le voir contre le Japon. Il va falloir se reprendre, c'est très mal embarqué pour la Tunisie. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande, un peu déçu par la Belgique. En Belgique, je me demande ce que vaut De Ketelaere. Il a été titularisé, on a vu que dans l'impact physique, quand Lukaku est rentré ensuite, ça a tout changé. Lukaku est plus mordant, Lukaku a plus d'impact, Lukaku bouge plus les défenseurs, Lukaku, on le trouve mieux, il se démarque mieux. Je ne sais pas si De Ketelaere va rester titulaire lors des prochains matchs, mais bon, on ne peut pas en vouloir à Rudy Garcia. Lukaku a fait une préparation tronquée, il a que très peu joué, juste 2 apparitions avec l'Inter cette année, il était blessé. Bon, est-ce qu'il lui fera confiance pour le titulariser ou est-ce qu'on va renouveler De Ketelaere? À voir. De Bruyne, on sent le poids un peu des années sur lui. C'est simple, le dispositif égyptien lors de ce match, c'était tout sur Doku. Doku a été complètement muselé et il n'a pas fait un bon match sur l'aile, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un schéma tactique de la Belgique sur lequel on s'appuie, un Doku sur le côté gauche qui déborde, qui rentre dans le demi-espace ou qui centre. Et là, il a été complètement muselé. Il a été plus à son avantage quand il a été réaxé et que Rudy Garcia a fait des changements. Tielemans, Onana, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, Tielemans, c'est un bon joueur, mais meilleur en club qu'en sélection. Et la défense, bon, ça, c'est du moyen plus. Trossard, on peut dire un mot aussi sur lui. Pareil, c'est pas la meilleure version de Trossard qu'on ait pu voir. Par contre, en face, j'ai vu une équipe pas tellement mauvaise que ça, même plutôt bonne. J'avais pas forcément mis le doigt dessus lors des précédentes vidéos comme équipe intéressante, mais j'ai vu un très bon Achour. Achour, il a enflammé le match. Il a fait une excellente prestation. À voir lors de son deuxième match s'il renouvelle cette prestation. Et puis Salah n'a pas été mauvais non plus, avec cette position un peu plus réaxée dans l'axe sous forme de numéro 10. Peut-être qu'on a trouvé quelque chose avec l'Égypte qu'il n'avait pas eu avec Liverpool lors de la saison. Donc ouais, l'Égypte m'a plutôt bien plu, alors que la Belgique, je demande à voir lors du match suivant. Ils ne m'ont pas forcément rassuré. Dans l'autre match, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, juste un mot pour souligner la qualité
des avants de la Nouvelle-Zélande. Et je veux parler de Just et Wood. Quand vous les voyez enchaîner, ces deux-là, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis tout petit. Ces deux joueurs qui s'entendent à merveille et qui ont fait des étincelles dans ce match. On doit les 2 passes pour Wood, 2 buts pour Just. C'était magnifique les échanges entre eux et ça donne un petit vent de fraîcheur, cette équipe de Nouvelle-Zélande. J'ai pas vu le match, c'était assez tard, j'ai vu les highlights, mais de ce que j'ai vu, je serais très intéressé de voir leur prochain match. Bon, pas sûr que je le regarde, il est à 3h du match, j'espère au moins voir leur dernier, à 5h du match, je suis pas sûr non plus. Peut-être ils vont passer à deuxième, meilleur troisième, je ne sais pas, parce que je les vois quand même avec un niveau de jeu au-dessus de l'Iran. Il s'agira pour eux de prendre le maximum de points possible. Bon, je vois quand même la Belgique et l'Égypte faire 1 et 2. Dans quel sens? Ça reste à voir. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Alors, je vais parler surtout de l'Espagne, Cap-Vert, parce que Arabie Saoudite, Uruguay, je crois qu'il a eu lieu très tard et je ne l'ai pas vu. Espagne, Cap-Vert, c'est la surprise de cette première journée, je pense, ce match nul. Mais on a vu un excellent gardien au niveau du Cap-Vert. Vozinha, c'était une belle surprise de cette première journée. Il a sauvé toutes les actions et l'Espagne en a eu beaucoup. Je crois qu'ils ont eu au moins 27 tirs. C'était une muraille, Vozinha. Tellement heureux à la fin du match qu'il en a pleuré. Enfin, il a aussi pleuré parce que sa mère a eu des difficultés pour rentrer sur le territoire avec des problèmes de visa et des places qui ont coûté très cher. Ça aussi, j'aurais pu dire un mot de cette gestion des Américains dans les entrées de certaines personnes. On peut parler de l'arbitre, du meilleur arbitre africain 2025 qui a été interdit de territoire. Il est arrivé aux États-Unis, il a dû repartir à cause de son visa. Je crois que le Canada l'a invité ensuite, je ne suis pas très sûr de ça, mais il y a quand même eu des scandales à ce niveau-là. Et la mère de Vozinha a eu beaucoup de difficultés. Il me semble que les États-Unis sont venus dessus et du coup font le nécessaire pour qu'elle arrive. Lui, ça a aussi contribué à ses larmes qu'il a versées en fin de match. Mais ce qu'on peut dire sur l'Espagne, en tout cas, c'est qu'il y a des difficultés devant. Il y a une Espagne sans Yamal et une Espagne avec Yamal. Ils ont joué sans Yamal une bonne partie du match et c'était la cata. C'était la cata devant Oyarzabal. Il n'a pas touché un ballon pendant 30 minutes, Oyarzabal. Ruiz n'a pas été très bon et l'Espagne n'a pas été bonne avant que Yamal rentre à la 71e minute. C'était meilleur avant. Et encore l'importance de ces ailiers. Et Yamal, avec l'Espagne, c'est un game changer. Je pense qu'ils vont remporter le groupe, quand même, l'Espagne. Il y aura des changements tactiques. Souvent, le premier match de groupe sert aussi à ça, voir ce qui ne va pas. Alors, vous me direz, il y a les matchs de préparation, oui. Mais on entre dans le grand bain. Les équipes, les adversaires donnent tout ce qu'elles ont lors de la Coupe du Monde, alors que pendant les matchs de préparation, prennent un peu de retenue parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Là, l'adversité est à son apogée. Et bien, en face, le premier match sert souvent à s'adapter, à faire quelques ajustements tactiques. Et je pense que là, Yamal va être titulaire lors de la prochaine rencontre. Bon, Arabie Saoudite, Uruguay, je ne vais pas en dire grand-chose. J'ai pas vu le match, j'attends de voir la suite. J'ai été simplement surpris que l'Uruguay fasse qu'un match nul contre l'Arabie Saoudite, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de talent de toute façon dans cette équipe d'Uruguay. Donc on verra ce qu'il donne lors du prochain match contre le Cap-Vert. Groupe I, France, Sénégal, Irak, Norvège. Alors j'ai eu très très peur, mes amis, comme vous j'imagine, lors de la première mi-temps de ce France-Sénégal. Bon, j'aurais beaucoup de choses à en dire, mais je ne vais pas faire durer la vidéo 1 heure non plus. Moi, je ne ferai pas, vous le savez sans doute, je ne ferai pas cette formation pour l'équipe de France. Je ne mettrai pas Mbappé en tous les cas devant. Je le mettrai sur le côté gauche. Bon, Deschamps a du mal à mettre Mbappé sur la touche. Alors, on peut le comprendre, Mbappé, ça reste un talent brut. S'en priver, ce serait compliqué. Mais il y a un problème qui ne va pas en équipe de France. Mbappé, Dembélé, ça ne va pas ensemble. J'ai de la peine pour Dembélé dans ce schéma de jeu. Il était en 10 reculé un peu, c'est pas du tout sa position. On sait qu'avec Luis Enrique à Paris, il jouait sur la droite au début et il a explosé quand il l'a mis numéro 9. C'est sa place à Dembélé, il faut le mettre devant. Et dans ce schéma où on met Mbappé devant, Dembélé est inexistant. Alors il faut mettre Dembélé sur la touche, mais se priver du ballon d'or, se priver du champion d'Europe avec son club, faut le faire quand même. J'aurais tellement aimé un schéma de jeu avec Dembélé devant, Mbappé à gauche. Bon, on se priverait de Doué,
Medoué peut jouer à droite aussi, en mettant Olise au centre. Bref, on a tellement de potentiel offensif qu'il faut faire des choix et que c'est dur à faire des choix. Et Olise a été bien meilleur quand il a été dans l'axe en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps de la France a été bien meilleure. Alors qu'Olise joue à droite en club. Mais voilà, dans ce schéma de jeu, il s'est mieux retrouvé au centre. Et quand on voit que, alors je ne sais plus qui est sorti, mais on a fait rentrer Barcola, on a fait rentrer Cherki, les adversaires doivent avoir peur du potentiel offensif de l'équipe de France. Barcola a mis un but lors de son entrée et Cherki, on sait qu'il a énormément de potentiel. Par contre, en défense, attention, on a vu un très bon Dayo Upamecano tout le match et heureusement qu'il était là en première mi-temps. Il en a bougé un des attaquants adverses, mais quelques fragilités de Maignan et ça, je demande à voir parce que la France se prend quand même tout le temps des buts lors des derniers matchs. Il faut un peu verrouiller l'arrière. J'ai été rassuré par contre par Koundé. Moi, je pensais que les latéraux, ça allait être compliqué. Koundé a fait un très bon match. On voit même qu'il a beaucoup apporté offensivement. Et on voyait Olise sur la droite derrière Koundé, souvent, lors de la première mi-temps. Et il a été aussi rassurant défensivement. Donc Koundé, moi, m'a un peu rassuré. J'ai bien aimé Rabiot aussi dans cette confrontation, surtout encore une fois en deuxième mi-temps avec ses passes laser. Donc voilà, je pense que Deschamps va prendre des enseignements de ce premier match. Il l'a gagné, les 3 points sont là et c'est l'essentiel. Mais grâce aux enseignements, notamment de cette première mi-temps, et à tout le potentiel qu'on a dans l'effectif, je pense qu'à partir du deuxième match, on va pouvoir commencer à dérouler, même si l'adversaire est très bon. Alors, pas forcément l'Irak, je pense qu'ils vont terminer dernier du groupe, parce que la Norvège les a atomisés. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, cette anecdote, les amis. Avec l'équipe de Norvège, vous avez vu la composition. On a Haaland, Sorloth, et en remplaçant, qui est rentré, Torstevd. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, les amis, vous aviez vieilli. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais Haaland, Sorloth, Torstevd étaient titulaires à la Coupe du Monde 1994. Eh oui, je veux parler du père de ces joueurs. Les 3 pères de ces 3 joueurs étaient titulaires lors de la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. En 2026, leurs 3 fils ont joué pour la Norvège. C'est quand même une sacrée anecdote, ça. Et donc la Norvège, faut se méfier parce qu'il faut se méfier des gabarits, il faut se méfier de leur efficacité. Moi, Sorloth à Haaland devant, ça me fait très peur. Odegaard, s'il a son meilleur niveau, c'est très intéressant. Berg, on sait qu'il a fait une très bonne Ligue des Champions. Et donc, ça reste un joueur dangereux. Et puis même Schelderup dans les remplaçants, Oscar Bob, c'est aussi une menace offensive. Non, la Norvège, avec leurs supporters dont j'ai montré tout à l'heure et avec cet effectif, c'est l'adversaire peut-être le plus dangereux de l'équipe de France. Ça va être très intéressant en J2, le Norvège-Sénégal, pour voir qui va se détacher dans ce groupe. 2h du matin, les amis, il va falloir être courageux. Je me demande si je ne vais pas aller me coucher plus tôt et mettre mon réveil. Bon, on va voir. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Alors Argentine-Algérie, Messi, c'est la seule chose à dire de cet affrontement. Messi, 3 buts. Alors, j'en profite, j'ai pas parlé d'Mbappé tout à l'heure, mais les buteurs sont là. Messi, 3 buts. Mbappé, 2 buts. Haaland, 2 buts. Il y a beaucoup de buts dans cette Coupe du Monde. Ça participe aussi au spectacle. On a eu droit qu'à un seul 0-0, celui de l'Espagne contre le Cap-Vert. Mais sinon, énormément de buts et beaucoup de buteurs répondent présents lors de cet événement. Et ça fait plaisir. Et Messi, encore là, avec 3 buts, cette légende. Vous avez vu d'ailleurs, autre petite anecdote, il y a des badges sur les manches de certains joueurs. Il y a notamment un badge Legacy pour certains joueurs qui ont disputé, je crois que c'est 4 ou 5 mondiales. Ils ont le droit d'apposer ce badge Legacy. Ils sont très peu à le faire. Il y a Messi, il y a Ronaldo, il y a Modric. Il y a un joueur du Japon aussi, je ne l'ai plus en tête. Et puis il y a Neuer. 5 joueurs, je crois, qui ont ce badge. Et puis il y a des badges pour les débutants, ceux qui ont démarré, pour qui c'est leur première Coupe du Monde. Et vous voyez aussi un badge débutant sur la manche. Bref, l'Algérie a montré
un niveau de jeu pas très élevé. Moi, il y a un truc qui me fait peur. Alors, j'ai vu quand même de belles choses en Algérie. J'ai vu un très bon Mazza, par exemple. Par contre, il y a des choses qui m'ont fait très peur en Algérie. Zidane, même à l'échauffement, qui se casse la figure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais Zidane n'a pas été bon dans les buts. Et puis, ce milieu-là, il est effrayant de légèreté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on passait beaucoup par les ailes dans les équipes en ce moment. Sauf en Argentine, où on est beaucoup passé par le milieu de terrain et on a transpercé ce milieu avec des passes. Vous l'avez vu sur un des buts de Messi, une passe de Rodrigo de Paul, laser entre 4 à 5 joueurs algériens. Personne n'a touché la balle, mais ce milieu, il est quasi inexistant. On pourrait prendre la balle et tous les dribbler. Va falloir faire quelque chose, Petkovic, sur ce milieu algérien, parce que tout passe par le milieu. C'est un peu d'ailleurs... Alors, c'était l'opposition rêvée pour les Argentins, parce que dans leur formation, eux, ils ont tendance à jouer au milieu de terrain et pas à déborder sur les ailes. Et là, l'Algérie, leur faiblesse, c'est ce milieu. Donc, va falloir resserrer les rangs Petkovic pour le prochain match, parce que sinon, les adversaires l'ont vu, ça. Et ils vont faire pareil. Et l'Autriche, qui joue contre l'Argentine, mais l'Autriche a des talents. L'Autriche saura prendre à défaut les faiblesses des Algériens. Donc il va falloir resserrer. Je pense qu'ils vont prendre les 3 points en J2 contre la Jordanie, j'espère en tous les cas, parce que la Jordanie n'a pas montré grand-chose. Le groupe K, alors là j'ai des choses à dire avec ce Portugal. Et dans ce Portugal-RDC, bon, je savais que ça allait être disputé, mais je pensais que le Portugal allait quand même l'emporter. Mais j'avais omis une chose, c'est qu'ils ont un véritable assassin dans leur rang, le Portugal. Oui, ils ont même un serial killer, ces Portugais. C'est Martinez, leur coach. Mais comment tu peux embaucher Martinez? Je ne sais pas qui veut du mal au Portugal dans la fédération pour avoir embauché Martinez à la tête du Portugal, mais c'est un scandale. Martinez, il faut se rappeler que c'est le gars qui avait une génération en or avec la Belgique et qui n'a pas réussi à les mener à un titre. Martinez, il fait n'importe quoi. C'était affligeant sur le terrain. Quand on voit un Ronaldo neuf parce qu'il n'y a pas autre chose, alors on a du mal à mettre Ramos. Bon, on sait que c'est un joker au PSG aussi, mais quand il rentre, il peut faire des choses. Là, on l'a fait rentrer en fin de match, mais Ronaldo devant, je suis désolé, c'est un peu cuit. Alors on voit qu'il redescend, il est souvent descendu en décrochage, donner un peu de coup de main en milieu de terrain, mais pourquoi? Juste pour avoir une passe et la repasser, quand on déborde sur le côté gauche, comme l'a fait des fois Neto ou dans une moindre mesure Leao. Il n'y a plus personne à la réception, on l'a vu sur certaines images parce que Ronaldo était en décrochage. Ronaldo ne savait pas trop où se placer, devant il est plus efficace, en décrochage il est plus là quand on a besoin de lui devant, donc c'était compliqué, et puis le reste des joueurs n'étaient pas exploités à leur plein potentiel, sauf Neves, un des meilleurs joueurs de tête d'Europe, encore une fois il l'a prouvé avec son 1m60, bon je ne sais plus combien, mais il est toujours là à la réception des têtes, on l'a vu lors de la saison avec le PSG, et là il était encore là, mais Vitinha n'était pas à son meilleur niveau, Mendes non plus. Et pourtant, c'était des tauliers lors de la saison. Mais je pense que c'est Martinez qui n'exploite pas le plein potentiel du Portugal. Et je sens que le Portugal, je suis désolé, ne va pas y arriver à cause de Martinez. Ils auraient dû faire comme avec la Mouchi. Bref, tout ça pour dire que ça m'inquiète beaucoup, ce niveau de jeu du Portugal. En face de ça, la RDC, pourquoi pas, à suivre dans leur future confrontation. Le match en J2 contre la Colombie va tout démontrer, puisque la Colombie l'a emporté contre Ouzbékistan. J'ai vu les highlights, donc je ne pourrais pas trop en parler parce que c'était un match de la nuit. J'ai vu que Luis Diaz a marqué, mais la Colombie continue sur sa lancée, puisqu'elle avait fait des bons matchs de préparation, même si elle a perdu contre la France. Et la première place peut-être même du groupe va se jouer entre la Colombie et la RDC parce que j'ai beaucoup d'inquiétudes sur ce Portugal. Va déjà falloir prendre les 3 points en J2 contre l'Ouzbékistan. Allez, on termine avec le groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, et j'ai vu le meilleur match peut-être de ce mondial pour le moment avec l'Angleterre-Croatie, ce 4-2. Alors les Anglais, moi j'en fais maintenant, d'après ce que j'ai vu, mon top 3, je ne les avais pas classés aussi haut dans mes précédentes vidéos, mais j'en fais mon top 3 avec la France et l'Argentine de mes favoris. Pas seulement pour la qualité de leur effectif,
mais de ce que j'ai vu dans le match, le body language, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on les voit ensemble, là on a l'impression de voir un bloc équipe, de voir une vraie équipe. Il y avait des joueurs qui s'applaudissaient, il y avait des joueurs qui se félicitaient. Vous voyez les attitudes au niveau du visage, des morts de faim. On a l'impression qu'ils la veulent, cette Coupe du Monde, et qu'ils sont partis en mission. Ouais, franchement, Tuchel fait un beau travail avec cette équipe. Et puis quand on parle de l'effectif, on a vu le 11 titulaire, c'est pas celui que je pensais, parce que je ne pensais pas forcément que Gordon ou Madueke seraient titulaires. Alors on pouvait se demander si c'était pas plutôt Saka et Rodgers qui seraient titulaires. Bon, on sait que Rodgers Bellingham, on se marche un peu dessus. Il est quand même rentré, Rodgers, pour remplacer Gordon courant de match, et ça s'est plutôt bien passé. Et puis Saka est rentré pour remplacer Madueke. Mais on voit qu'ils ont une profondeur de banc également, comme un peu l'équipe de France, qui peut faire peur, avec un Bellingham totalement en forme lors de cette compétition, et un Kane, je ne vais pas vous refaire le portrait de Kane, mais Kane, pour moi, un de mes tout meilleurs joueurs, je trouve, en Europe, un de mes petits chouchous. On le voit devant, assumer ses responsabilités, et on le voit redescendre. Je l'ai vu en 5, enfin je l'ai vu en défense centrale, Kane. On l'avait vu avec le Bayern redescendre même en 6, mais là je l'ai vu en défense centrale. C'est un truc de malade. Kane, top 3 ballons d'or, s'il fait un très bon mondial. Le pivot Rice Anderson, c'est du tout bon également. Et puis l'Angleterre a un avantage, c'est que c'est pour moi la meilleure équipe sur coup de pied arrêté. Ils peuvent faire la différence sur corner, sur coup franc. Ils sont un effectif excellent, et ils ont une attitude, un body language de champion. Donc franchement, top 3, et l'équipe, pour moi, de ce que j'ai vu de la première journée, peut-être la plus inquiétante pour l'équipe de France. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La Croatie, juste un mot sur la Croatie, ils sont plutôt pas mauvais, mais par contre j'ai trouvé vraiment Modric vieillissant. Ouais, le poids de l'âge, hein. Modric, c'est un joueur talentueux, il est replacé un peu plus derrière avec les années, un peu milieu box-to-box, mais franchement, il a fait un peu de peine lors de ce match. Peut-être qu'il sera meilleur lors des prochains, mais on assiste quand même à une pente un peu descendante de Modric. J'ai bien aimé le match de Livakovic. Il n'est pas forcément gradué d'une bonne note sur Footmob, là, mais moi j'ai bien aimé son match. Et Perisic, infatigable, je l'ai trouvé très bon aussi. Perisic, on a du mal à le placer sur le terrain, parce qu'il peut être soit latéral, soit ailier, dépanné en attaque. Mais Perisic, c'est un peu ce profil polyvalent qu'on aimerait tous avoir dans l'équipe. Et je le trouve encore très bon, ce Perisic. Donc, ils ont des joueurs qui peuvent leur permettre de passer le premier tour, je pense, la Croatie. Deuxième, on verra avec le Ghana, qui n'a pas montré grand-chose, à vrai dire, contre le Panama. Le Ghana, ça fait partie des tauliers un peu dans les compétitions. Quand on pense à l'Afrique, ils ont souvent été là ces dernières années, mais on n'a pas là la meilleure génération du Ghana. Donc je pense que la Croatie peut faire la différence face au Ghana en J3 pour avoir la deuxième place, parce que le Panama, je pense qu'ils finiront dernier du groupe. À voir. Voilà les amis pour cette présentation face au sentiment que j'ai lors de cette première journée de Coupe du Monde. On est presque à 1 heure de vidéo quand même, je ne pensais pas faire autant. En tout cas, je suis très hypé par la suite, j'espère que vous aussi. On reparlera certainement de l'événement, je vous l'ai dit, hein, à plusieurs reprises. Mais ouais, j'ai beaucoup de plaisir à regarder, je passe un mois de juin excellent, il est ensoleillé, on a une belle Coupe du Monde, et ça va être pareil pour juillet. Et pour moi, on marche sur les traces d'une des meilleures Coupes du Monde pour l'instant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous rejoins très bientôt, je vous retrouve très bientôt dans mes prochaines vidéos, et je vous souhaite d'en profiter un maximum. Au revoir.